Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré au biomimétisme. Je suis Juliette Lavis, chef de projet chez Novabuild et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour échanger autour de cette question du biomimétisme avec Delphine Matou du CEBIOS et Olivier Bocquet de l'agence d'architecture Rougerie et Tangram. Novabuild, nous sommes l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. On accompagne nos 424 adhérents au quotidien sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Nos objectifs, on les a appelés A2BC pour atténuation et adaptation au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. On a adopté fin 2022 notre raison d'être qui pose 3 grands principes aujourd'hui. Agir pour tous, être solidaire et agir pour le vivant, qui était le thème de notre Assemblée générale cette année. Depuis, on se définit chez Novabuild comme bâtisseur de coopération pour le vivant. Un grand mot, une grande phrase pour poser ce principe aujourd'hui qui est central chez Novabuild et pour nos adhérents, de prendre soin du vivant. Et quand on dit prendre soin du vivant, en fait, qu'est-ce que ça englobe? À quoi on pense? Eh bien, chez nous, ça se traduit d'une part par protéger le vivant et son environnement. On entend par là, bien sûr, la préservation de la biodiversité, à laquelle on pense tout naturellement, mais également la préservation des ressources naturelles et aussi tout le volet de conception des bâtiments, des quartiers, des territoires, des villes, qui prennent en compte la santé des usagers, quelque chose qui est de plus en plus fortement ancré au sein de Novabuild. Et d'autre part, on a cette notion du vivant comme solution. Et c'est bien en fait ce qu'on va voir ce matin dans ce webinaire avec nos intervenants, de prendre exemple, de prendre modèle sur la nature pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Le biomimétisme, on peut le définir un peu comme une philosophie au départ. C'est une approche aussi assez conceptuelle et interdisciplinaire qui prend modèle sur la nature. Alors, le biomimétisme, on peut l'appliquer dans plein de secteurs différents, c'est ce que va nous expliquer Delphine. Et donc, plus particulièrement, quand on l'applique au secteur du vivant, eh bien, on se rend compte en fait que le biomimétisme, c'est une réelle opportunité pour notre secteur aujourd'hui d'apporter une réponse qui va être systémique pour relever les défis auxquels on doit faire face avec le dérèglement climatique aujourd'hui, à la fois d'un point de vue atténuation, mais surtout, j'ai envie de dire, sur ce volet adaptation qui est de plus en plus présent. Et donc tout de suite, pour commencer, je vais laisser la parole à Delphine Matou du CEBIOS pour nous présenter un petit peu, on va dire, les grands principes du biomimétisme. De quoi on parle? Parce qu'on peut parler de biomimétisme, de bio-inspiration, d'habitat bio-inspiré. On entend souvent beaucoup de thèmes. Bonjour Delphine. Bonjour. Et donc, je pense qu'avec toi, on va essayer d'y voir un peu plus clair ou en tout cas d'avoir les bases du biomimétisme. Merci beaucoup, Juliette. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et cette introduction sera illustrée concrètement par des exemples d'Olivier Bocquet, donc de l'agence d'architecture Rouge Tangram plus Rougerie. Donc voilà, je ne m'attarderai pas sur des exemples puisque ce sera illustré par Olivier, mais plutôt par les concepts, la sémantique qui est associée à cette nouvelle approche qui est le biomimétisme. Tout à fait. Et alors, juste, je te laisse partager ton écran. Je vais couper ma caméra au cas où. Et j'invite les participants à ne pas hésiter à réagir dans le chat. J'aurai le plaisir de me faire votre porte-parole auprès de nos intervenants pour relayer les messages que vous pourrez leur poser, toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, surtout. On a beau être dans un webinaire, on aime bien que ce soit aussi un peu interactif d'une certaine manière et qu'on puisse avoir vos réactions. Voilà. Alors, Delphine, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci Juliette. C'est bon, tu vois la présentation?
Pour moi, c'est parfait. Ok, Et super. oui, je réponds pour le coup directement déjà à la question. Les diaporamas seront disponibles à la fin de la présentation. Donc merci. Donc l'idée de cette introduction, c'est vraiment de revenir sur les concepts, la sémantique qui est associée à ce terme du biomimétisme. Alors CBIOS, donc moi je suis responsable du développement territorial à CBIOS. CBIOS, c'est le Centre d'études d'expertise en biomimétisme. On est une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif. On a 3 missions principales: explorer le potentiel du biomimétisme, c'est-à-dire développer des outils, des ressources au service de l'appropriation de cette nouvelle approche par le plus grand nombre, et notamment par le biais de coopération avec les sphères académiques et industrielles. Une deuxième mission qui est d'innover avec le biomimétisme, donc accompagner les acteurs industriels, les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage à intégrer le biomimétisme dans leur conception de produits, de projets architecturaux ou de projets urbains. Et enfin, dernière mission, déployer le biomimétisme en France au travers notamment de l'animation d'un réseau national sur ce sujet-là, le déploiement aussi dans la formation et l'enseignement supérieur, et enfin la communication auprès d'un plus grand nombre pour toujours faciliter l'appropriation de cette nouvelle approche qui est finalement peu connue, que ce soit dans le secteur industriel, académique ou même institutionnel. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de biomimétisme? Derrière ce terme-là, il y a plusieurs éléments de sémantique. Le premier terme qui est associé à ce sujet, c'est la bio-inspiration. Donc la bio-inspiration, c'est un terme finalement assez historique, puisque c'est un processus créatif qui vise à puiser son inspiration dans un ou plusieurs systèmes vivants. Une des illustrations les plus connues, ce sont par exemple les travaux de Léonard de Vinci, notamment avec l'ornithoptère, donc son véhicule volant qui a été inspiré des oiseaux. Mais d'une façon plus générale, la bio-inspiration, elle peut aussi être appliquée dans l'art, dans la danse, dans la peinture. Donc, c'est une approche très large de l'inspiration du vivant. Ensuite, on retrouve la biomimétique. Donc, la biomimétique, c'est un processus de conception qui est interdisciplinaire, qui vise à réunir la biologie et la technologie avec pour but de résoudre des problèmes de conception. Donc là, vous avez 3 exemples un peu emblématiques de cette biomimétique. Donc la fleur de Bardane qui a inspiré le velcro en 1948. Le TGV Shinkansen, donc TGV japonais qui s'est inspiré du bec du martin pêcheur pour diminuer sa consommation d'énergie lors de la pénétration dans les tunnels nombreux qu'il devait parcourir. Et enfin, dernier exemple assez emblématique, celui de l'aéronautique avec les winglets, donc ces petites ailerettes que vous retrouvez sur tous les avions aujourd'hui qui sont inspirées de l'ensemble des oiseaux. Donc là, on est vraiment sur un processus qui vise à rapprocher la biologie et la technologie. Quelle est la différence avec le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est certes prendre la nature comme modèle, mais dans un but de répondre aux enjeux du développement durable. Et c'est là où on verra bien la différence entre cette approche transdisciplinaire technologie et biologie avec le biomimétisme qui a vraiment un objectif de faire des projets, de développer des projets qui minimisent leur impact sur l'environnement. D'une façon plus large, le biomimétisme, en fait, il nous invite à nous inspirer du vivant. Pourquoi s'inspirer du vivant? Parce que finalement, c'est 3,8 milliards d'années d'adaptation. 3,8 milliards d'années d'adaptation à différentes crises, à différents changements d'environnement. Et malgré tout, ce vivant est toujours présent et dispose de propriétés assez remarquables, et ce, à différentes échelles. Là, vous avez 4 exemples. Donc, le premier exemple, c'est l'ormeau, donc, qui est constitué de nacre, qui est un matériau ultra résistant, dont la composition reste encore aujourd'hui un petit peu opaque et qui est en fait aujourd'hui encore explorée par des chercheurs, notamment dans des applications sur le bâtiment. Deuxième exemple, le ferrocactus, donc qui est un cactus que l'on retrouve notamment en Méditerranée, et qui a un modèle de régulation thermique intéressant, notamment pour des bâtiments qui se retrouvaient dans des milieux méditerranéens qui sont de plus en plus contraints en termes de régulation thermique ou de stress hydrique. Troisième exemple, les écosystèmes coralliens.
Donc, les écosystèmes coralliens sont les écosystèmes qui sont les plus riches en termes de biodiversité. Ils sont en capacité d'accueillir un grand nombre d'espèces et de créer des relations symbiotiques qui peuvent nous inspirer pour constituer des écosystèmes villes qui soient riches en termes de biodiversité et qui, en termes d'organisation, soient plus symbiotiques. Et enfin, dernier exemple, le vivant, de façon globale. Les grandes stratégies et grands principes que l'on peut observer en termes d'organisation, en termes de gestion des flux de l'énergie, gestion des flux des matières, qui sont autant de sources d'inspiration pour nos villes et nos projets de territoire. Au-delà de la performance fonctionnelle que l'on peut retrouver dans le vivant, le biomimétisme nous invite à considérer le cahier des charges du vivant. Ce cahier des charges du vivant, finalement, il nous invite à comprendre les grands principes de fonctionnement qui garantissent à préserver les conditions de vie favorables sur Terre. Donc là, par exemple, vous voyez ce cahier des charges qui se rapproche des cahiers des charges de la durabilité. Si on prend celui de l'énergie, le vivant utilise uniquement une énergie qui est abondante, qui est l'énergie solaire. Il optimise sa consommation, il utilise des sources diversifiées et il est en capacité de séquestrer du CO2. Si on prend la feuille, certes, son rendement par rapport à un panneau photovoltaïque est assez faible puisqu'il est de 2%. Néanmoins, la feuille est uniquement fabriquée à partir de matière organique et par ailleurs, elle est biodégradable et constitue finalement une ressource pour le reste du vivant. Si on regarde les matériaux dans le vivant, ils sont fabriqués uniquement avec des composés abondants, à température et à pression modérée, avec un solvant universel qui est celui de l'eau. Ce sont des matériaux qui sont multifonctionnels, optimisés et adaptatifs, qui sont très économes en ressources et qui en plus sont recyclables et recyclés. Si on regarde tous les autres sujets, la chimie, l'information, l'eau, on s'aperçoit finalement que ce grand cahier des charges du vivant peut constituer pour nous des grandes règles, des grands principes de conception que l'on pourrait appliquer à l'ensemble de nos développements, que ce soit développement de produits, développement de projets de bâtiments, développement de projets urbains. Le biomimétisme, au-delà de ce grand cahier des charges, de ces grands principes que l'on peut retrouver comme source d'inspiration, il nous invite à coévoluer positivement avec le vivant. En effet, quand on fait du biomimétisme, on s'appuie sur 3 piliers. La compréhension du vivant, avec pour objectif de faire évoluer notre rapport au vivant, nous reconnecter à ce vivant qu'on a un petit peu oublié, notamment dans nos villes. Comprendre le vivant pour s'en inspirer, pour développer des solutions qui permettent d'améliorer les conditions de vie humaine, mais aussi de limiter les impacts sur la biosphère, avec pour objectif de préserver ce vivant qui, finalement, nous permet de bénéficier de certains services écosystémiques dont l'espèce humaine a besoin. Et donc, c'est bien ces 3 piliers-là qui sont indispensables à prendre en compte quand on travaille sur le biomimétisme. Le biomimétisme, par essence, est une démarche qui est pluridisciplinaire. Vous l'avez bien compris, des connaissances en biologie, en écologie sont indispensables pour comprendre comment ce vivant fonctionne, les différents modèles biologiques d'intérêt, et va permettre de coopérer avec différents domaines d'application. Donc là, pour le sujet qui est le nôtre, notamment l'architecture, l'urbanisme, la fabrication de matériaux, mais peut avoir différents secteurs d'application qui vont impliquer des disciplines différentes. Aujourd'hui, principalement, cette approche-là, elle est déployée dans le secteur industriel, avec le transport, la chimie, l'énergie, la cosmétique. Donc, la cosmétique est un des précurseurs sur le biomimétisme. En même temps, ça fait partie de l'histoire de ce secteur d'activité, puisque la cosmétique a toujours travaillé avec le vivant. Mais on voit que ça se déploie au fur et à mesure dans tous les secteurs d'activité, et notamment celui qui nous concerne, celui du bâtiment. Et donc, comment le biomimétisme peut être au service d'un habitat régénératif ? D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'habitat régénératif ? Finalement, il y a 4 principes sous-jacents à des projets architecturaux régénératifs, des projets urbains régénératifs. Le premier principe, c'est régénérer la biodiversité. La biodiversité dans ses différentes composantes. La diversité des milieux, des écosystèmes, des biomes, donc le lieu d'accueil de ces espèces qui leur permettent de vivre. La diversité des espèces. Aujourd'hui, on connaît environ 2 millions d'espèces qui ont été décrites et enregistrées. Il y en a une grande partie d'ailleurs dont les exemples sont disponibles au Muséum national d'histoire naturelle, mais on estime qu'il y a 6 fois plus d'espèces qui existent sur notre planète et qui ne sont aujourd'hui pas encore découvertes, notamment dans le règne des champignons ou encore dans le règne des insectes.
Et enfin, dernière diversité, la diversité des individus au sein d'une même espèce, la diversité génétique. Parce que finalement, c'est ce brassage génétique, cette diversité génétique au sein d'une même espèce qui va permettre l'adaptation de ces espèces-là face à des crises, face à des fluctuations. Et donc, c'est bien ces 3 niveaux de diversité qu'il est important de prendre en compte quand on travaille sur l'habitat régénératif et bien évidemment les conditions associées de vie sur Terre, c'est-à-dire les grands cycles de l'eau, du carbone que l'on retrouve sur la Terre et qui permettent des conditions favorables à la vie. Deuxième principe, régénérer les services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, ce sont les bénéfices que l'être humain retire de la nature. Donc, c'est une vision très anthropocentrée de la biodiversité. C'est des services qui ont été définis dans les années 2000 par l'ONU, et donc ils sont de 4 sortes, de 4 types. Les services d'approvisionnement, donc c'est tous ces services tangibles que l'on retire de la nature, l'alimentation, des matières premières médicinales, l'eau douce. Des services de régulation, donc ce sont ces services intangibles que la nature nous rend, la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat, la régulation de l'eau. Les services culturels, donc ces services, on va dire, immatériels dont on bénéficie par le biais de la nature, avec cette valeur esthétique que l'on va retrouver dans le vivant, ces valeurs touristiques, voilà, le littoral, les forêts, etc. Et enfin, les derniers services, ce sont les fonctions support, donc les fonctions qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des autres services, donc la photosynthèse, le cycle des nutriments ou encore la formation des sols. Troisième principe, l'habitat régénératif nous invite à penser socio-écosystème à toutes les échelles, puisque finalement, on va aller du produit jusqu'au territoire, et c'est bien les interrelations, les interconnexions entre ces différentes échelles que l'on nous invite à prendre en compte quand on travaille sur ces principes régénératifs à l'échelle notamment d'un projet urbain ou d'un projet de territoire. Et dernier principe, coévoluer positivement avec le vivant, avec l'objectif non pas de dissocier le système socio-économique et le système écologique, mais bien évidemment, mais plutôt de prendre en compte l'ensemble de cet écosystème socio-écologique et coévoluer positivement avec lui et le mettre au centre de nos décisions et de nos projets de conception. Le biomimétisme nous invite à repenser le périmètre, recontextualiser la notion d'habitat. En effet, si on prend la définition de l'habitat d'espèce, au sens biologique du terme, finalement, c'est l'ensemble des éléments de l'environnement qui permettent à une espèce de vivre, c'est-à-dire de se nourrir, de se reproduire, de se protéger et de se reposer. Et donc, c'est cet espace plus ou moins étendu où toutes les étapes du cycle de vie de l'espèce vont pouvoir se conjuguer. Et en fait, quand on regarde un habitat biologique, il présente un certain nombre de propriétés qui sont complètement contraires à celles de nos habitats artificiels. En effet, dans la nature, l'habitat n'est jamais celui d'une seule espèce. Il accueille différentes espèces qui optimisent leurs ressources, qui mutualisent leurs ressources selon différentes méthodes. Les habitats peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Une espèce peut être l'habitat d'une autre. L'habitat est multifonctionnel, composite, interactif et évolutif. Et finalement, si on se penche sur cet habitat biologique, il nous invite à repenser complètement notre façon de constituer, de concevoir nos villes. En effet, si on pense nos villes comme des écosystèmes naturels, on pourrait augmenter leur résilience et celle de tous leurs habitants, vivants, humains et non humains. Finalement, les bâtiments et structures artificielles pourraient être conçus comme des organismes vivants, intégrés, adaptés à leur milieu, ou comme des mini-écosystèmes aptes à accueillir la biodiversité. Ainsi, ils pourraient offrir une bonne qualité d'air, purifier, stocker les eaux de pluie, convertir la lumière solaire en énergie utilisable. Finalement, repenser notre notion d'habitat en se penchant sur un habitat biologique et sur les écosystèmes, c'est un nouveau cahier des charges de la ville qui projette de nous réinsérer dans ces grands cycles naturels que l'on a un petit peu oubliés quand on a conçu nos villes. Et donc, avec le biomimétisme, on peut répondre à la diversité des challenges qui sont associés à cet habitat et à cette ville régénérative. Les enjeux de température, avec les îlots de chaleur urbains qui sont liés au réchauffement climatique et ces problématiques d'îlots de chaleur. De nombreux modèles biologiques peuvent être intéressants à explorer dans la nature pour repenser notre façon de concevoir des bâtiments.
La structure, comment repenser la structure de nos bâtiments en étant plus économe en matériaux, en observant par exemple l'os humain ou la structure des éponges. Les matériaux, nos matériaux des bâtiments pour être multifonctionnels, plus adaptés, si on repense cette façon de les concevoir. Les techniques de construction, la fabrication additive, finalement, elle est inspirée du vivant, puisque dans le vivant, si on regarde les techniques de construction, ce sont des fabrications additives. L'impact régénératif d'une façon plus globale, comment repenser notre façon de concevoir nos projets pour que ils régénèrent la biodiversité. Et enfin, à l'échelle des flux d'une ville, comment repenser la gestion des flux d'énergie, la gestion des flux de matière, la gestion des flux d'informations en s'inspirant de la gestion des flux dans le vivant. Et donc, pour mettre ça en œuvre, différentes approches complémentaires existent avec, bien entendu, le vivant comme fil rouge, puisque l'idée, c'est bien évidemment de s'inspirer du vivant, mais au service du vivant. Et donc, on peut mettre en œuvre l'approche fonctionnelle du biomimétisme. L'approche fonctionnelle, elle vise à répondre à une problématique technique, donc en s'inspirant du vivant. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, la plus développée, c'est celle de la régulation thermique. Vous avez l'exemple de l'église de Nyamling au Sénégal qui s'est inspirée de la thermitière pour développer une église qui soit moins consommatrice en énergie et qui ait une ventilation thermique naturelle qui permette d'avoir des températures à l'intérieur qui soient acceptables malgré un climat très chaud sénégalais. On l'observe aussi dans la régulation lumineuse, dans les structures adaptatives, donc l'approche fonctionnelle. Ensuite, l'approche plus écosystémique, c'est-à-dire on va étudier le fonctionnement des écosystèmes afin d'améliorer la performance globale du bâtiment, du quartier, avoir des projets à impact positif. Donc, dans l'objectif de réaccueillir la biodiversité, d'être autonome en eau, autonome en énergie, gérer ses déchets à l'échelle d'une parcelle. Et enfin, dernière approche, l'approche territoriale. Donc là, on va s'inspirer des grands principes, des grandes stratégies du vivant à l'échelle des territoires pour façonner, pour fabriquer des territoires qui soient plus résilients. Et donc, différents outils existent pour mettre en œuvre ces différentes approches. Pour l'approche fonctionnelle, donc c'est un processus d'innovation, de conception en 8 étapes qui a été développé, qui a été conçu par Pierre-Emmanuel Fayemi dans le cadre d'une thèse et qui est aujourd'hui encore exploré à CEBIOS. Et donc, ce processus en 8 étapes passe par une analyse du problème qui est abstraite pour être transposée à la biologie. Et ensuite, via l'identification de modèles biologiques, on peut transposer des modèles biologiques d'intérêt à la technologie pour ensuite les mettre en contexte et les appliquer. Donc, je laisserai Olivier l'illustrer par un exemple qu'il a mis en œuvre dans le cadre d'un projet. Et ensuite, ça peut s'exprimer notamment au travers des enveloppes. Donc, il y a eu plus d'une trentaine d'enveloppes bio-inspirées qui existent à l'échelle mondiale, qui ont mis en œuvre cette approche-là. Donc, vous voyez différents exemples. Il y a des échelles de prototypes, mais il y a aussi des bâtiments qui existent aujourd'hui, comme le bâtiment que vous retrouvez, qui est un bâtiment qui a été créé à Harare, donc au Zimbabwe, par un architecte qui s'appelle Mike Pierce et qui s'est inspiré de la thermitière pour développer ce bâtiment à ventilation thermique naturelle et qui a permis d'économiser plus de 30% d'énergie par rapport à un bâtiment conventionnel dans la même région. Donc, vous voyez un panorama d'exemples d'inspiration du vivant qui permet de répondre à des problématiques techniques que l'on peut retrouver dans le bâtiment, la régulation lumineuse, la régulation thermique, la régulation acoustique. Pour l'approche écosystémique, donc s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes pour développer des projets urbains régénératifs, il y a différentes méthodes qui existent. Les grands principes inspirés du vivant, donc ce sont ces grands principes que l'on va retrouver, la vie crée les conditions favorables à la vie et pour ce faire, elle a des grands principes qu'elle met en œuvre. Donc le vivant est parfaitement adapté aux conditions locales, il n'utilise que des procédés de chimie douce, il s'adapte aux conditions changeantes et résilient, etc. etc. Donc, Olivier, encore une fois, l'illustrera. Une autre méthode, c'est Genius of Biome. Donc là, l'idée, c'est de s'inspirer de biomes. Donc, c'est ces aires biogéographiques que l'on va retrouver à l'échelle mondiale, donc la toundra, les déserts polaires, les déserts arides, avec des espèces qui ont su habiter, évoluer, vivre dans ces aires géographiques
avec des milieux, avec des conditions contraintes. Et donc, l'idée, c'est d'aller explorer ces grandes stratégies que le vivant a mis en œuvre malgré les contraintes qu'il rencontre pour ensuite les appliquer à des projets qui se retrouveraient dans des contraintes similaires. L'idée, c'est bien de comprendre dans quel écosystème on se place pour en tirer les meilleures stratégies de conception et de planification. Troisième méthodologie, l'évaluation des services écosystémiques. Donc, l'idée, là, c'est de construire un projet à partir d'un état initial de services écosystémiques rendus et de voir comment le projet en lui-même peut rendre des services écosystémiques par le biais de la conception, par le biais de solutions qu'il va proposer à l'ensemble de l'écosystème dans lequel il se situe. Et dernière méthodologie qui a été développée par CBIOS, donc qui couple le biomimétisme des écosystèmes et le design régénératif. Et là, l'idée, c'est de s'appuyer sur des indicateurs et des stratégies opérationnelles qui visent à produire des services écosystémiques et mesurer l'impact écologique positif d'un projet urbain. Ces stratégies et ces indicateurs, elles sont basés sur les quatre éléments que l'on va retrouver dans un écosystème: le flux d'énergie, le flux de matériaux, la structure abiotique, donc la structure physique de l'écosystème, et la structure biotique. Et l'idée, c'est au travers de ces stratégies et de ces indicateurs de développer des projets qui soient régénératifs, donc qui à la fois réduisent les pressions que l'on va exercer sur les écosystèmes et qui en même temps puissent régénérer les structures de ces écosystèmes. Pour mettre en œuvre ces projets régénératifs et bio-inspirés, il existe un panel de labels autour du Living Building Challenge. Donc, le Living Building Challenge, c'est un programme international de certification de bâtiments durables qui a été créé en 2006 par l'International Living Future Institute, qui est à but non lucratif. Et donc, il est reconnu aujourd'hui comme la certification la plus ambitieuse en termes de performance environnementale. Le LBC, donc ce Living Building Challenge, c'est à la fois une certification, mais surtout une philosophie, un outil de lobbying pour inciter les acteurs du bâtiment et de l'urbanisme à développer des projets qui soient réellement régénératifs. L'idée de ce label-là, c'est de certifier, de valoriser le principe du bâtiment vivant, de l'organisme vivant bâtimentaire. Et donc, il s'appuie sur une métaphore qui est la métaphore de la fleur, avec différents domaines de performance. L'eau, l'énergie, la santé, le bien-être, le matériau, l'équité, la beauté, et avec 20 impératifs auxquels il faut répondre pour atteindre ce label-là, qui ensuite est décliné selon des certifications peut-être un petit peu moins ambitieuses, donc comme celle de zéro carbone, de zéro énergie, ou encore la certification CORE, qui, elle, est basée uniquement sur 6 impératifs. Aujourd'hui, il y a 134 projets dans le monde qui ont été certifiés, 26 projets LBC en tant que tels, donc l'ensemble des impératifs respectés, et plus de 690 projets qui sont enregistrés. Pour aller plus loin, si ce sujet vous intéresse, vous avez beaucoup de publications qui ont été réalisées, notamment la dernière en date, S'inspirer du vivant pour la transition écologique des bâtiments, qui a été réalisée avec l'ADEME. Si les enveloppes bio-inspirées vous intéressent, il y a une revue de ces 30 enveloppes qui a été réalisée avec une analyse biomimétique qui a été mise en œuvre par la chercheuse qui a fait sa thèse sur ce sujet-là. Et ensuite, 2 livrables qui ont été réalisés par le Biomime City Lab, j'en parlerai après, sur les projets urbains bio-inspirés et l'évaluation de la qualité technique d'opération bio-inspirée. Vous pouvez également vous former à ce type d'approche avec une formation que l'on propose CBIOS en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables et les formations Pocheco. Donc, la prochaine session est en juin à Paris. Et également, intégrer le Biomime City Lab. Donc, c'est un groupe de travail qui réunit des acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage pour accélérer le développement de la ville régénérative par l'approche du biomimétisme. Et donc, l'idée de ce groupe de travail, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques, de faire évoluer les pratiques dans le métier, de promouvoir et d'expérimenter cette approche de la ville bio-inspirée et régénérative et de co-développer des outils au service de cette nouvelle approche, au service de projets urbains et de projets architecturaux qui soient à impact positif. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai respecté les délais. À peu près, c'est parfait. Mais on voit à quel point tu es enthousiaste quand tu présentes. Je n'osais pas te couper, mais comme j'étais moi-même effectivement assez passionnée par ce que tu étais en train de raconter, on n'a pas vu le temps passer.
avant de passer la parole à Olivier qui va nous illustrer tout ça avec des retours d'expérience qui, je pense, sont attendus par nos participants, Aurélie voulait savoir, en fait, voudrait creuser les aspects techniques par rapport à des exemples que tu as pu citer. Et donc, elle voulait savoir s'il y avait des retours d'expérience qui existaient ou s'il y avait des références, une sorte de biblio qu'elle pourrait consulter pour aller plus loin. Oui, ouais, dans les documents que j'ai cités à la fin, donc il y a un rapport qui s'appelle les projets urbains bio-inspirés. Donc là, ça donne à voir certaines solutions. Le guide ADEME, s'inspirer du vivant pour la transition écologique du bâtiment, met en avant, illustre les principes du biomimétisme par des exemples concrets sur les différents enjeux que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc, il y a notamment la gestion des îlots de chaleur, il va y avoir la régulation thermique du bâtiment. Et l'état des lieux des projets urbains bio-inspirés, c'est une trentaine de projets qui sont mis en avant et qui sont analysés par le biais de la bio-inspiration. Je pourrais donner les liens si besoin. C'est ce que j'allais dire. Je vous mettrai le lien dans le chat. Moi, juste pour conclure sur cette partie-là, tu as en partie répondu à mon interrogation à la fin en parlant des labels, mais je suppose on peut aussi avoir une démarche de biomimétisme sans forcément être labellisé. Est-ce que vous avez un panorama ou une sorte d'observatoire quelque part où on peut voir, tu sais, ça se fait souvent sur les bâtiments basse conso ou circulaires ou à performance environnementale importante. On a des cartes où on voit les bâtiments. Est-ce que vous avez ce genre de choses déjà qui sont développées ou pas ? Non, aujourd'hui, on n'a pas ça. Le document qui est le plus à jour, c'est l'état des lieux des projets urbains bio-inspirés, mais il date déjà de 2020, donc il y a déjà eu d'autres projets depuis. Mais non, on n'a pas d'observatoire. C'est une bonne idée d'ailleurs. Je retiens. Bah oui, parce que c'est vrai que sur ce type de démarche, on a encore un peu de mal à se rendre compte si on est de l'ordre du confidentiel, avec vraiment quelques opérations, ou au contraire, s'il y a des choses quand même qui se font de façon plus massive. On a bien compris qu'on n'était pas obligé de faire tout un bâtiment entièrement avec cette approche de biomimétisme, mais qu'on pouvait avoir juste certains éléments qui s'inspirent justement de ces bonnes pratiques de la nature. Donc, on pourrait faire sortir un petit peu ça d'un côté qu'on pourrait voir comme quelque chose de niche, quoi. Après, il y a des solutions bio-inspirées qui peuvent être réintégrées dans le bâtiment. Donc ça, il en existe un grand nombre. Mais aujourd'hui, on n'a pas, on va dire, un état des lieux exhaustif de tous les projets qui mettent en œuvre cette approche-là à l'échelle très écosystémique, donc les grands principes du vivant, ce que va notamment présenter Olivier, jusqu'à l'échelle plutôt fonctionnelle. Ça, aujourd'hui, on n'a pas. Néanmoins, pour être très honnête, c'est plutôt une approche de niche dans les projets urbains bio-inspirés régénératifs. Déjà, on tend plutôt vers des bâtiments bioclimatiques, avec la RE, etc. Mais c'est vraiment une approche plutôt de niche. Je pense que les réglementations qui risquent d'arriver sur la biodiversité vont peut-être inciter de plus en plus le métier du bâtiment et le métier de l'urbanisme à se rapprocher de cette approche régénérative pour contribuer à la régénération de la biodiversité, la régénération du vivant dans nos villes, qui devient finalement indispensable aujourd'hui pour répondre aux enjeux du changement climatique. Oui, puis comme tu le disais si bien, effectivement, que ce soit sur la construction neuve, la RE 2020, d'une part, les réglementations à venir sur la biodiversité, forcément, en fait, une fois qu'on va additionner tout ça, on va peut-être trouver qu'effectivement, on va peut-être se dire que c'est effectivement pertinent. Mais je pense aussi à tout ce qui est la question de l'existant. Aujourd'hui, on le sait, 80% de la ville de demain est là, on n'arrête pas de le répéter, le chiffre, sauf qu'à un moment donné, il va quand même falloir s'attaquer justement à la régénération de cette ville. Et je pense que là, effectivement, cette approche biomimétique va avoir tout son sens. On le voit déjà avec la zéro artificialisation nette, mais aussi toutes les questions de perméabilité des sols qui commencent, on les voit, c'est pas encore totalement systématique, mais on commence à avoir de plus en plus, en tout cas, de villes qui se saisissent de ce sujet-là. Nous, sur Nantes, c'est le cas avec un plan pleine terre où il commence à débitumer. Donc voilà, on voit que ça commence à, encore par petites touches, je pense qu'il manque encore cette approche globale.
J'ai vu que la ville de Paris venait d'adopter un plan local d'urbanisme bioclimatique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin de proposer, hein, elle n'est pas adoptée, avec l'idée en effet du coup, de vraiment déminéraliser, désartificialiser les sols avec des gros objectifs sur ce champ-là, de réintégrer le vivant, la biodiversité. Et clairement, ces approches régénératives, à mon avis, sont des approches qui sont intéressantes pour reconcevoir nos villes avec les contraintes existantes aussi, parce qu'il y a des bâtiments existants et puis il y a des usages à mettre en œuvre, parce que bien évidemment, il y a quand même des habitants à loger. Et je pense que ces méthodologies-là, comme va l'illustrer Olivier, sont hyper intéressantes pour atteindre ces objectifs. Et bien justement, je pense qu'on va passer la parole à Olivier. Le temps que je l'appelle, il y a Amélie qui voulait savoir si il y avait la même approche en rénovation. Tu vois, ça fait écho à notre conversation. C'est moins documenté. Pour être très honnête, c'est moins documenté. L'idée, c'est vraiment... Aujourd'hui, on n'a pas de travaux de recherche sur ce sujet-là. Les méthodologies qu'on a développées en interne, c'est vraiment plutôt sur du bâtiment neuf. Et l'idée, c'est d'explorer ce sujet-là, notamment au travers potentiellement du Biomime City Lab, sur la réhabilitation bio-inspirée. On essaie de le faire plutôt à l'échelle des quartiers, sur de l'aménagement, mais à l'échelle du bâtiment, un petit peu, soyons très honnêtes, aujourd'hui, on n'a pas encore de projet sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup Delphine. On se retrouve tout à l'heure pour les échanges après la présentation d'Olivier qui vient d'arriver. Bonjour Olivier. Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Donc, pareil, une vingtaine de minutes pour nous illustrer maintenant avec quelques retours d'expérience cette approche du biomimétisme. Hop, je passe ta présentation. Normalement, tout fonctionne. Couper ma caméra et passer en plein écran si ça dérange personne. Est-ce que comme ça, c'est bon? C'est parfait. Ok, très bien. Alors, j'ai une première planche sur laquelle je vais pas m'attarder du tout. C'est plus pour faire une transition avec ce que Juliette et Delphine ont développé précédemment, pour vous dire que on est complètement alignés là-dessus. Nous, en haut à gauche, vous avez la planète Terre qui est The Blue Marble. C'est une photo de la NASA en 1972. C'est la première fois que l'humanité se voit depuis l'extérieur, prend conscience de la finitude de la Terre, et donc naît de là une conscience écologique. Donc c'était il y a une cinquantaine d'années. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Si on passe au schéma suivant, pour ce qui concerne la ville, on a bâti la ville sur des ressources fossiles. Autrement dit, on a exploité la terre comme une ressource, on a vraiment pris la terre comme une source d'exploitation, et produisant en silos hyper spécialisés, beaucoup de projets qui sont identiques. Les exemples classiques des tours de verre qui sont tout identiques dans les grandes capitales du monde, et dont le rapport au climat est traité par la machine ou par la technologie. Et donc, du coup, on arrive à des villes qui sont polluées, pleines de déchets. C'est la ville fossile. Notre objectif, c'est de passer à la ville régénérative. Pour ce faire, ce qu'on envisage, c'est de considérer non plus la planète Terre comme une source d'exploitation, mais comme une source d'inspiration. Et donc, source d'inspiration, ça veut dire une connaissance énorme. Toute cette ressource de connaissances, on va vouloir l'utiliser sous forme de partenariats multidisciplinaires. C'est hyper important de complètement ouvrir, de faire entrer des biologistes, des écologues dans la façon de concevoir, pour concevoir nos bâtiments. C'est ce qu'on essaye de faire, en espérant qu'au bout du compte, on produise des innovations et qu'on arrive à boucler et qu'on atteigne une ville régénérative. Donc, pour ce faire, on utilise une double approche bio-inspirée, l'approche systémique, l'approche fonctionnelle. Donc, ça, Delphine les a largement présentées. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Et puis, on a au centre ce que vous voyez, les sortes de roues. C'est notre méthode à nous, les outils qu'on a développés nous-mêmes, qui sont une démarche de conception d'architecte, d'urbaniste, ou de travail aussi sur l'espace public en paysage, dans laquelle on a intégré les approches fonctionnelles et écosystémiques. Je vais vous parler donc de 3 projets, vous donner 3 exemples.
de la façon dont on a utilisé ces démarches. Le premier, c'est le pôle d'excellence sur le biomimétisme marin de Biarritz. Alors, ce que vous avez ici, le rond rouge, c'est l'endroit où est situé le projet. C'est dans un ancien et vaste marais et qui était en continuité hydraulique avec un lac qui existe toujours. Donc, ce que vous avez en haut, c'est la carte de l'état-major. Donc, au 19e siècle. Et la carte actuelle, on voit encore ce lac avec une biodiversité très forte. Mais par contre, l'ensemble de marais, lui, a disparu au bénéfice d'un golfe, au bénéfice de la croissance de la ville. Et donc, on voit un mitage à la fois urbain et paysager. Donc, un ancien réservoir de biodiversité. Nous, ce qu'on souhaite faire, effectivement, au-delà de répondre aux questions qui nous sont posées, c'est de restituer le plus possible cette continuité hydraulique et de mettre en place un réservoir de biodiversité, donc de restituer une zone naturelle et d'innover durablement par là. Donc, on s'est inspiré de l'éponge. Pourquoi de l'éponge ? Parce que vous avez en haut à gauche, là, une éponge à différentes échelles. La plus petite échelle, c'est un spicule minéral de base avec lequel l'éponge va constituer son squelette en fonction des conditions environnementales. Ça veut dire que les éponges ont colonisé l'ensemble des mers et des océans du monde, mais il y en a beaucoup de traits différentes. Pourquoi elles fonctionnent toujours de la même manière, mais par contre, les conditions environnementales font qu'elles ont un squelette qui est adapté. Adapté à quoi ? Adapté pour absorber, réguler, filtrer l'eau et continuer à croître en fonction des conditions qui sont toujours changeantes. Et au bout du compte, l'éponge donc à la fois absorbe, régule, filtre l'eau, mais du coup devient un abri et apporte de la nourriture pour un certain nombre d'espèces, de beaucoup d'espèces. Et donc, ça fait d'elle une espèce ingénieure, une espèce structurante. Nous, on s'est inspiré d'elle parce que le site que je vous présentais juste avant est en fait, à l'heure actuelle, un délaissé de voirie dont le sol est constitué d'argile. Et l'argile, c'est un matériau de construction. Depuis des millénaires, l'homme construit avec la terre crue. Donc, à la manière de l'éponge, notre spicule minéral de base va être une brique de terre crue qu'on va assembler en fonction de contraintes environnementales qui sont lesquelles ? Qui sont d'abriter dessous l'homme, donc dans cet espace qu'on voit. Donc, on va, par form finding, donc par recherche de forme, utiliser un minimum de matière pour pouvoir réaliser des espaces les plus grands possibles. Donc, ce n'est pas parce qu'une ressource est locale et biosourcée qu'il faut l'utiliser en trop grande quantité. Et donc, de ce fait, on va réaliser une sorte de pot continu qui va permettre à la biodiversité à l'extérieur d'être en continuité totale entre le sol, le plafond. On va avoir des hauteurs de terre différentes et on va créer comme ça un paysage qui va permettre à la fois aux vivants non humains de s'épanouir à l'extérieur en traitant la question de l'eau, également de la continuité des trames colorées, vertes et bleues, et brunes, puisqu'on utilise la terre crue pour concevoir le bâtiment. Et donc, in fine, à la manière de l'éponge, ce qu'on envisage, c'est créer un hotspot de biodiversité, de créer les conditions pour accueillir le vivant, qu'il soit humain ou non humain. Donc, vous avez une vue en plus grand ici de ce que pourrait donner l'intérieur des voûtes, où on a des vues cadrées vers l'océan. On a l'inertie de la terre et de la terre crue qui nous permettent d'avoir des conditions hygrothermiques et de température de très bonne qualité en ayant peu de recours à des équipements technologiques. Et une vue ici de l'extérieur où là, l'accent est donné vraiment pour l'épanouissement de la biodiversité avec des conditions climatiques et microclimatiques très différentes, avec des orientations très différentes, des plantations très différentes. On avait travaillé là avec des associations locales qui nous avaient orientés sur les espèces à préserver. Et la vue aérienne où on voit cette volonté de faire à la fois un pont de biodiversité entre les espaces naturels à droite et les golfs à gauche, et de créer un paysage qui permette de ne pas porter atteinte et de prendre soin des lotissements et des gens qui vivent dans les lotissements en amont et en aval.
Donc, un des apports de ce projet, ça a été finalement de scanner la filière de terre crue à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, et on avait proposé donc de développer une filière vertueuse et créatrice d'emplois locales et non délocalisables. Donc ça, c'était un des apports de la démarche. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler se situe à Senlis, et il s'agit d'un conservatoire de musique et de danse. Donc c'est un projet qu'on a réalisé l'an dernier, pour lequel on a concouru l'an dernier. Alors le territoire de Senlis est super intéressant parce qu'il est compris entre deux forêts. On voit qu'on a des terres agricoles, donc on a un paysage qui est assez varié. Et au milieu coule une rivière, deux rivières même, et se love dans ce paysage-là la ville de Senlis, qui est une ville royale avec un patrimoine et des pierres absolument remarquables. Et donc se mêlent le patrimoine, les pierres, la végétation, qui est très verte, qui est très variée, et l'eau, et tout ça s'entremêle dans des espaces qui sont intéressants. Si on zoome un peu, ce qu'on voit, c'est que alors le terrain qui est proposé se situe dans une ancienne caserne, qui est le quartier Ordonneur, qui est un quartier plutôt très minéralisé, avec beaucoup de bitume. Et finalement, ce qu'on voit autour, c'est qu'on a beaucoup de boisements, de jardins privés familiaux, d'espaces verts pâturés, avec une biodiversité assez riche, assez complémentaire, mais qui est discontinue. Et ce qu'on pressent là, c'est que notre terrain ici, au centre, pourrait être une sorte de relais, une sorte de rouage, pour permettre d'assurer des continuités de trames colorées, donc verte, bleue et aussi brune pour la terre. Donc, pour ce qui est de la trame bleue, on a souhaité mettre en place un microcycle de l'eau. On a souhaité aussi favoriser la biodiversité, donc sur la trame verte, en créant des conditions les plus variées possibles, des pavés enherbés aux noues paysagers, en passant par les strates arbustives et arborées, des treilles, et de mettre tout ça en connexion. Et au niveau de l'eau, effectivement, récupérer les eaux de pluie pour pouvoir arroser les espaces extérieurs, favoriser l'infiltration, avoir des bassins d'agrément qui puissent fonctionner en circuit fermé pour pouvoir arroser les végétaux, etc., faire de la phytoremédiation. Et on avait calculé qu'on avait 90% d'économie d'eau en ce faisant. Et puis, comme on est sur une réhabilitation, on avait pas énormément, mais quand même à disposition du bois, des tuiles et des pierres. Et donc, on a proposé de réutiliser ces matériaux-là pour faire des murs de biodiversité. Et là encore, on a travaillé avec le CPIE de l'Oise, donc des écologues, qui nous ont indiqué pour quelles espèces il serait bon d'avoir des abris, des habitats, et quel type d'habitat, du coup, il faudrait mettre en place. Donc, on a proposé de faire du réemploi de matériaux pour faire des abris, pas uniquement que pour l'homme. Et donc, ce qui permettait aussi de verticaliser et d'assurer de la continuité de trames vertes. Les pavés enherbés, on a joué sur différents gradients qui permettaient tantôt de favoriser la perméabilité et tantôt de favoriser la pratique d'espaces extérieurs, d'espaces scéniques de représentation pour la danse et la musique. Donc là, vous avez des illustrations où on voit les jardins d'agrément qui viennent irriguer les treilles extérieures, qui nous permettaient évidemment de faire du contrôle lumineux, du contrôle thermique et de l'apport solaire gratuit pour les saisons hivernales, et ces murs de biodiversité qu'on espère voir être colonisés. Et donc le plan MAS, pour finir, qui lui raconte cet entre-là, entre les trames vertes, trames bleues, et puis le patrimoine, puisqu'on a essayé de préserver cette cour intérieure qui faisait la grande qualité du lieu et le génie du lieu, et donc de renforcer l'entrelacement de tout ça. Et comme c'est un projet donc je vous disais, de conservatoire de musique et de danse, la question de l'acoustique était primordiale. Et on a proposé dans le cadre du concours de s'inspirer de l'aile de chouette,
qui a la particularité d'avoir des sortes de denticules au bout de ses ailes qui vont briser l'air, les rayons incidents en plusieurs, donc qui vont permettre une meilleure pénétration de l'air, une division du flux d'air. Et ensuite, l'arrière est, elle, constituée de duvets qui vont absolument absorber les flux qui ont été préalablement divisés. Et tout ça permet à quoi? Permet à la chouette d'avoir un vol parfaitement silencieux et donc de fondre sur ses proies en silence. Et donc, c'est avoir une très bonne absorption et une très bonne diffusion. C'est exactement ce qui nous intéresse dans une salle d'orchestre. Donc, on s'est inspiré de ces principes-là. On a abstrait le principe et on a transformé ça. On a proposé de transformer ça en panneaux acoustiques en bois où on voit la forme tronconique qui nous permet de diviser le flux d'air et la différence de profondeur, quant à elle, qui va nous permettre de traiter la question de la fréquence, donc d'absorber à la fois des sons aigus et à la fois des sons graves. Donc ce projet-là nous a permis d'avoir une approche à la fois systémique et écosystémique et à la fois fonctionnelle. Et enfin, le dernier projet dont je voudrais vous parler, il n'est pas proprement parlé biomimétique, mais il utilise des principes du vivant et je dirais qu'il est dans l'éco-conception. Donc là, on se situe à Nice. Vous avez en haut une photo aérienne du site en 1946, donc très vert, très boisé. Vous avez une carte de topographie où on voit qu'on est entre deux vallons sur une colline, donc une topographie qui est très marquée. Et puis, une colline qui s'est faite rattraper par l'urbanisation et qui fait qu'aujourd'hui, on est absolument 100% imperméabilisé, bétonné et sur plusieurs niveaux en profondeur, puisqu'il y a des niveaux de parking enterrés et que la belle tache rouge-orange que vous voyez là, c'est l'archétype d'un îlot de chaleur. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, la première étape, vous voyez ici ce tripode-là qui est un bâtiment administratif, un ancien bâtiment administratif sur plusieurs étages. On s'est dit, bon, mais finalement, tous ces déchets, c'est de la matière. Donc, comment on peut réemployer? Donc, on a regardé tous les éléments qu'on pouvait faire en réemploi tel quel ou en réemploi avec transformation. On a vu qu'on pouvait récupérer un certain nombre de choses et réutiliser un certain nombre de choses, mais que finalement, le levier primordial et essentiel se situait en sous-sol. Et avec tous ces parkings, finalement, quel était le coût de tout casser, de tout concasser, de tout évacuer, le nombre de passages de camions pour mettre ça où, enfin, ça aura un coût carbone colossal. Donc, on a décidé de tout garder, quand bien même il y avait des reprises en sous-œuvre à faire, de faire les parkings à l'intérieur, enfin, en lieu et place des parkings existants, ce qui nous permettait de conserver un maximum de pleine terre à côté, de proposer des usages différents et complémentaires à ce qui était demandé dans les volumes restants disponibles, des data centers, des cultures de champignons, d'endives, des salles de fitness ou de sport divers et variés, enfin plein d'usages possibles, et donc d'offrir plus de place au quartier, puisque comme il y a beaucoup d'équipements autour, il y a un vrai problème de circulation et de stationnement dans ce quartier. Et ce faisant, ça nous permettait de venir implanter le programme avec simplement des plots les plus compacts possibles pour les raisons qu'on connaît tous en termes d'efficacité énergétique et de traiter la question de la protection solaire par les espaces extérieurs. Donc là, on voit un travail qu'on a fait sur la génération d'espaces extérieurs pour traiter la question solaire, de la protection solaire et des brises-vues des vis-à-vis. Donc, ce qui donne ce type d'écriture et, in fine, un plan masse qui raconte ce paysage qu'on a pu créer. Alors, les matériaux qui étaient excavés aussi, on propose de les conserver sur site. Et un peu comme le projet de Biarritz, de créer des tas de microclimats, d'environnements différents avec des jardins partagés, avec des potagers, avec des serres qui vont être réalisés avec les vitrages qu'on aura réemployés. Et donc, on n'a pas là d'inspiration d'une espèce biologique,
mais l'utilisation d'un certain nombre de principes du vivant. Et pour conclure, et peut-être pour ouvrir le débat plus que pour conclure, je vous disais en préambule que nous, ce qui nous intéresse, c'est de participer à la constitution de la ville régénérative. Donc, ça passe par des projets régénératifs. Je vous ai donné 2 ou 3 exemples, trois exemples ce matin. Et nous, notre quête est en fait d'aller vers une entreprise contributrice, donc devenir nous-mêmes une entreprise régénératrice, et de quelque part nous appliquer cette démarche en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise. Alors évidemment, il y a des verrous, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est en tout cas la direction qu'on prend, et je serais ravi d'en discuter avec vous. Maintenant, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour ces exemples effectivement assez passionnants. Moi, j'avais alors on a quelques questions déjà dans le chat, mais voilà, forcément, ça m'a questionné quand même sur un certain nombre de choses. Moi, je me demandais, déjà, c'est vrai que je n'avais pas forcément en tête que cette question du réemploi, elle a l'air très présente chez vous au sein de l'agence. Alors, je l'ai pas dit, mais on a institutionnalisé 4 thématiques de recherche, donc qui sont vraiment au niveau de notre raison d'être et de nos valeurs, qui sont des principes du vivant, qui sont dans chaque projet, se questionner sur l'énergie, les économies d'énergie, sur les matières et les économies de matière, sur considérer les déchets comme des ressources et sur favoriser la biodiversité. Et en fait, ces 4 thématiques-là sont effectivement, on les passe au crible. Donc, déchets égale ressources, c'est typiquement dans le bâtiment, c'est réemploi. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de la réhabilitation et de la rénovation. Oui, la ville de demain, elle est déjà constituée, tout est là, ça va se gérer sur... ça va être sur les questions de réemploi, de réhabilitation et de rénovation. Donc, il y a déjà beaucoup de matériaux. Donc, il y a potentiellement beaucoup de ressources. Donc on se pose les questions de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ce sont des thèmes qu'on retrouve, comme l'accueil du vivant, comme prendre soin du vivant non humain, et en fait, d'avoir ajouté cette couche où, OK, on est archi, on peut faire des piscines, des bibliothèques, on peut répondre à différents programmes, mais systématiquement, on intègre une question qui ne nous est jamais posée, c'est la question de l'accueil du vivant non humain ou des conditions pour accueillir le vivant non humain, la biodiversité. Donc, créer ces conditions-là. Oui, puis on sait que c'est aussi une question qui est très importante en rénovation sur cet accueil de la biodiversité et du vivant. Pour rebondir sur la question de la rénovation et de la réhabilitation, forcément, ça n'a pas échappé à une de nos participantes qui avait de la construction neuve dans ce que vous avez présenté. Et donc, est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté un peu, on ne peut peut-être pas dire schizophrène, mais en tout cas antinomique, entre favoriser la trame brune, donc la préservation des sols et la continuité des sols, et des constructions neuves qui, d'autre part, vont participer à l'artificialisation? Ouais, alors évidemment, il y a quelque chose d'antinomique. Là, dans les 3 projets que j'ai présentés, Biarritz, c'était un projet neuf. Senlis, c'est une réhabilitation. Et Nice, c'est une déconstruction et a priori, c'était prévu une déconstruction violente. Et nous, on a gagné le concours à l'unanimité parce qu'on apprenait en tout cas, on a apporté une solution qui était moins violente, et donc il y a du réemploi et de la réhabilitation. Oui, c'est antinomique, et en même temps, nous, on est architecte, on nous demande de faire un projet à cet endroit-là, avec un certain nombre de contraintes, et donc du coup, on sait qu'on va artificialiser, on sait que c'est dans les données du projet, et c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Donc, à Nice, c'est déjà construit, on essaye de le conserver. À Biarritz, c'était de la terre crue. Du coup, on se dit, on va en faire un matériau de construction.
matériau qui est local, du coup, qui est biosourcé et qui, in fine, peut retourner à la terre et ne pas constituer de déchets à proprement parler. Donc c'est la manière la plus douce, on va dire, ou la moins dure d'intervenir sur un site, sachant que les conditions qu'on crée au final seront meilleures que celles qui étaient avant, puisqu'on va absorber de l'eau, on va la filtrer, on va faire de la phytoremédiation, donc que naturellement, et on va la rendre propre à l'océan. Donc en fait, on a tendance à contribuer plutôt à la continuité de l'écoulement des eaux, à leur qualité. Et en créant ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on améliorait la situation du lotissement qui était en aval, qui était toujours, lui, inondé, en créant un 3e ruisseau et une convergence avec les 2 autres ruisseaux, donc une double convergence. Et donc, on crée de la connectivité. Donc, en termes d'artificialisation, on est mieux qu'avant. On crée les conditions pour que la biodiversité puisse venir et, elle, apporter des services écosystémiques. Et pour ce qui est de la question de la terre elle-même, on utilise ce qu'on a sur le site pour construire ce qu'on nous demande. Donc, on essaie de prendre soin. Je ne dis pas que tout ça, c'est parfait. Je ne dis pas qu'on a les solutions à tout. Mais en tout cas, on est dans cette démarche pour essayer d'être attentif. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que ça pose cette question qui est très délicate. Le débat revient régulièrement avec nos adhérents lors d'événements sur la question du renoncer. C'est-à-dire le fait de est-ce qu'il va falloir dire un jour non, excusez-moi, je ne ferai pas votre projet parce que c'est contraire à mes valeurs. Alors, on prend toujours l'exemple qu'on met en débat, c'est celui de l'aéroport. Est-ce que demain, vous allez construire un aéroport, oui ou non voilà. C'est des débats qu'on a. Encore une étape. C'est des débats qu'on a en interne et c'est pour ça qu'on a, il y a 2 ans maintenant, vraiment gravé dans le marbre la raison d'être et les valeurs, les thématiques que j'évoquais là. Et aujourd'hui, on se rapproche et on ne travaille le plus possible qu'avec des gens qui partagent nos valeurs, notre raison d'être. On ambitionne d'être une entreprise générative à mission, en tout cas on s'en donne les moyens. Et on est comme tout le monde, on ne fait rien de parfait, on est très humble par rapport à ça, mais en tout cas, on est en chemin et on essaye à la fois d'influer, d'emmener avec nous et surtout d'aller travailler avec des gens qui partagent ça et qui ont envie d'aller dans cette direction et de mettre davantage de sens. Je propose que Delphine nous rejoigne pour continuer ces échanges. Il y avait plusieurs questions justement qui tournaient autour de l'origine en tout cas du biomimétisme dans le projet. Est-ce que c'est les maîtres d'ouvrage qui arrivent et qui demandent en fait cette approche-là, ou est-ce que c'est vous, en fait, qui proposez cette solution sur le biomimétisme? Et comment c'est reçu de la part des maîtres d'ouvrage? Est-ce que genre ils disent oh là là, qu'est-ce qu'ils me racontent, ces gens, ils sont trop bizarres, ou est-ce qu'au contraire ils adhèrent tout de suite sur ces questions-là? Ouais, je pense... Sur la question des maîtres d'ouvrage, juste je voulais préciser, il n'y a eu que 4 appels d'offres qui incluaient le biomimétisme depuis le premier, c'était en 2019. Donc, vous voyez, c'est quand même rare. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction. Moi, ce que je peux dire, c'est les 2 mots capitaines. Alors oui, Delphine, c'est rare. Du coup, nous, on essaye d'être présents quand ça se produit. Parce que c'est un peu le cas idéal, le cas rêvé qu'un maître d'ouvrage ait cette attitude, soit sensible. Donc nous, on est super contents, on essaye d'être là. Mais c'est très rare. Et du coup, comme c'est très rare et qu'on veut que les choses avancent, ce qu'on fait, c'est qu'on propose. Par exemple, Nice, le projet, c'est pas pour rien que je l'ai présenté tout à l'heure. Il y avait une attente, on est avec un maître d'ouvrage qui est sensible, qui a envie, qui porte ça.
Mais c'était un concours ouvert, c'était un concours de promotion pour acheter un terrain et construire dessus. Et donc, c'était très ouvert. Au final, l'idée d'avoir cette analyse du territoire pour voir quel était le site, qu'est-ce qu'il rendait comme service à l'époque, qu'est-ce qu'il est devenu et comment on peut faire pour restituer un état ou aller en chemin et prendre ça en fonction de ce qu'on a à l'heure actuelle et du coup d'être le plus mesuré possible, on a gagné à l'unanimité. Donc, c'est pour nous bien la preuve, la démonstration que s'il y a du bon sens et on arrive à faire émerger des évidences et qu'on les présente avec des indicateurs qui permettent de chiffrer les choses, je suis persuadé que c'est un levier encore plus important. Enfin, on a besoin des deux, mais en tout cas, ce sera un levier plus rapide. Donc, nous on essaye de faire ça maintenant dans tous nos projets, le plus souvent possible. Et est-ce qu'il y a alors, quand c'est des maîtres d'ouvrage qui demandent, on a bien compris que c'était beaucoup plus rare, mais est-ce que c'est souvent, vous voyez que c'est les mêmes types de projets sur lesquels on vous le demande, une école, des établissements de santé, du logement, ou au contraire, c'est pas vraiment plus spécifique sur un bâtiment qu'un autre? Non, c'est pas. Il y a pas de programme particulier. Ça peut émerger dans quel que soit le programme, en fait. Tout simplement que quand on fait un bâtiment, donc a fortiori un quartier ou la ville ou un territoire, on intervient sur un lieu géographique. Et ce lieu préexistait, bien évidemment, et il remplissait des fonctions où il était connecté ou déjà déconnecté à un territoire. Donc, en fait, faire l'architecture, finalement, c'est être un peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'on vient, on regarde un lieu, on voit s'il a des symptômes, s'il y a un problème, s'il souffre. Et comme on n'est pas sachant sur tout, c'est pour ça qu'on a besoin de biologistes, d'écologues ou de disciplines transverses pour nous aider à bien scanner, à bien comprendre ce qu'il faudrait pour que le territoire aille mieux. Et à partir de là, on peut intervenir. J'aime beaucoup cette approche du médecin, du diagnostic, et on le voit dans les retours d'expérience que vous avez présentés. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a toujours ce côté un petit peu retour en arrière, le territoire là sur lequel je vais construire, c'est quoi son histoire, d'où il vient, qu'est-ce que c'était avant et comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour lui rendre un petit peu son histoire. Et en tout cas, peut-être plus construire avec que construire contre et bétonner, artificialiser comme on a pu le faire malheureusement trop. D'un point de vue de l'homme, on pourrait très bien répondre à la question d'un conservatoire de danse, d'un pôle d'excellence ou de peu importe le sujet. On pourrait très bien répondre à la question. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Simplement, on l'a fait en ignorant, mais ça fait longtemps qu'on n'ignore plus, mais qu'on continue à le faire. En tout cas, en ne prenant pas en compte les conditions, le contexte qui nous permet juste à nous d'être vivants et de vivre. Donc, une fois qu'on sait, c'est comment on le prend en compte, quoi. Et en fait, c'est prendre soin de nous-mêmes, tout simplement. Oui, et c'est ce qui est parfois pas toujours si évident que ça à faire entendre. Il y avait une question, alors je ne sais pas si c'est peut-être plus Delphine qui pourra répondre, mais Olivier aussi, sur les matériaux. Est-ce qu'il y a des matériaux, des combinaisons de matériaux qui vont répondre plus facilement à des objectifs ou à une conception biomimétique qu'une autre? Non, finalement, vous n'êtes pas. La question, elle ne vous inspire pas. Delphine, toi, ton micro est coupé. Si, je laissais Delphine. Delphine, elle a un petit problème avec son micro. Non, je suis en train de relire la question pour bien la comprendre. En fait, il y a peut-être pas une infinité de solutions, mais dans le vivant, il y a des réponses à la fois à toutes les échelles, dans toutes les espèces. Et donc, en fait, la principale difficulté, je dirais, c'est pas la réponse, c'est de la trouver. C'est comment chercher, où chercher, vers qui se tourner pour le faire, arriver à bien abstraire la question qui est posée pour pouvoir bien la poser, la transposer
en biologie. Tout ça sont des étapes qui sont compliquées, qui sont complexes, et il faut s'entourer des bonnes personnes. Mais du coup, ce faisant, je pense il y a tellement d'exemples dans la nature. Ça peut être des peaux, ça peut être des coques, des gangs, des poils, ça peut être tout un tas de surfaces très dures, très souples, très flexibles, poreuses, avec des tas de propriétés de qualité. Et finalement, la réponse, à mon sens, comme elle doit être multifonctionnelle, en fait, il y a une combinatoire quasiment infinie entre toutes ces propriétés. Et c'est en fonction des conditions auxquelles on est confronté qu'on va pouvoir combiner telle propriété avec telle propriété et finalement avoir faire du sur-mesure. Avant de laisser Delphine compléter la réponse, juste moi je voulais rebondir là-dessus parce que quand vous avez présenté le retour d'expérience avec la chouette, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en vient à se dire qu'on va s'inspirer de l'aile de la chouette? Alors, j'ai bien compris le pourquoi du comment et comment est-ce qu'on transpose, etc. Ma question, c'est plutôt de se dire, comment est-ce que vous faites cette recherche, en fait, au départ? C'est justement parce que vous intégrez tout de suite dans vos réflexions un biologiste, un écologue ou encore un autre expert, et que tout d'un coup, il y en a un qui dit, mais si, dans la nature, ça existe, il y a ça, on pourrait, et vous tirez le fil ensemble. Enfin, comment vous faites? C'est ça. Pour moi, une des clés dans tout ça, c'est vraiment de mélanger des disciplines qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais travaillé ensemble. Et pour le coup, des biologistes, des écologues qui ont un savoir incroyable. Les chercheurs, en fait, d'une manière générale, moi, j'aime beaucoup tisser des liens avec des partenaires académiques, parce qu'il y a un savoir dans toutes les universités et dans tous les labos qui est incroyable. Et donc, oui, c'est en travaillant, en échangeant, en buvant un coup, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses qu'on se nourrit et qu'on se nourrit mutuellement et qu'on trouve ça ou qu'on pense à ça. Mais il y a des outils aussi. Delphine en a parlé tout à l'heure. CBIOS développe des outils. Il y a Signature aussi en ligne, qui est une ressource qui permet comme son nom l'indique, d'interroger la nature, donc de poser des questions. Et comme nous, c'était un problématique d'acoustique, on peut taper acoustique dans Ask Nature et du coup, on a des bases de données qui peuvent déjà… donc, on n'est pas complètement seul au milieu de l'océan dans une coquille de noix. On a au moins un radeau et des rames, quoi. Ok. Delphine, je ne sais pas si tu voulais compléter. Ouais, sur la question sur les matériaux, je dirais qu'il y a un objectif quand même qui est important, c'est l'impact du matériau. Je dirais que l'approche notamment régénérative, elle ne nous oblige pas à utiliser uniquement des matériaux bio-inspirés. L'idée, c'est vraiment s'il y a des matériaux qui sont traditionnels mais qui remplissent la fonction qui est voulue, ce n'est pas incompatible. Par exemple, je parlais du label LBC. Le LBC, la contrainte matériaux, c'est d'utiliser des matériaux qui sont manufacturés à moins de 500 km du lieu du bâtiment. Donc voilà, il y a à la fois la fonction qui est demandée à ce matériau et qui peut être intéressante d'aller chercher dans la nature, voir des modèles biologiques d'intérêt, mais il y a aussi l'impact de ce matériau-là, parce que si il est fabriqué à partir de matériaux fossiles, etc., on perd un peu en fait l'objectif initial qui est celui du biomimétisme. Donc voilà, ça c'est sur le sujet des matériaux. Sur le sujet des connaissances, comme le disait Olivier, donc la coopération entre disciplines, elle est fondamentale. Je pense que déjà, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à son métier quand on travaille avec des écologues et avec des biologistes. Et sur les outils qui existent, donc il y a Ask Nature, et puis au sein de CBIOS, donc on a un gros programme de recherche qui s'appelle le programme Biomig, qui a pour objectif de rendre accessibles ces données biologiques au plus grand nombre via une espèce de Google du vivant. Donc maintenant, on dirait un chat GPT du vivant. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à disposition d'équipes projets, d'équipes techniques, toutes ces caractéristiques de ces matériaux avec des termes techniques appropriables. Parce qu'un biologiste a quand même des terminologies qui ne sont pas celles du métier, notamment du bâtiment. Et donc l'idée avec cet outil-là, c'est de faciliter cette recherche de modèles biologiques et de modèles d'intérêt quand on a des problématiques à résoudre dans son métier. Je rebondis juste rapidement sur ce que tu as dit sur l'impact carbone des matériaux. Est-ce que justement,
moi, on m'a fait plusieurs fois la remarque en me disant: «Ah oui, mais alors le biomimétisme, c'est quand même une application, ultra techno, c'est très tourné vers des technologies high-tech, et autres». Donc alors on a vu quand même que c'était pas totalement le cas dans la présentation. Est-ce qu'on peut faire aussi du biomimétisme low-tech, on va dire? Alors, je laisserai Olivier compléter, mais par exemple, l'approche régénérative, elle est vraiment dans cet objectif-là, hein. L'idée, c'est de comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on change d'échelle, hein. On n'est plus à l'échelle du modèle biologique, on est vraiment à l'échelle de l'écosystème. Et ensuite, de mettre en application les grands principes d'inspiration avec des solutions conventionnelles, des solutions fondées sur la nature. L'idée, on est loin du technosolutionnisme, hein, vraiment pas dans le biomimétisme. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial. C'est-à-dire vraiment répondre aux enjeux du développement durable et donc minimiser son impact, minimiser la consommation de ressources. Et c'est souvent, en fait, ça permet de se reposer les bonnes questions par rapport à la problématique initiale aussi. Donc finalement, on est presque plus sur des modèles de rupture, des modèles de rupture par rapport à l'usage final qu'on veut, plutôt que sur une solution technique qui va répondre de façon conventionnelle, avec une approche conventionnelle, intellectuelle, qu'on peut avoir dans l'innovation de façon générale. On s'approche plus de l'innovation, d'ailleurs, non technologique, voire de l'innovation de process, plus que de l'innovation technologique quand on réfléchit à tout ce qui a été présenté, notamment cette approche fonctionnelle. Je trouve en tout cas qu'on va nettement plus dans ce sens-là. Et comme tu le disais, si on ne perd pas de vue notre objectif final, qui n'est plus ni moins que d'atténuer d'une part le dérèglement climatique et surtout de s'adapter, parce qu'il y a quand même une part des choses qui sont déjà en route et on ne peut plus rien faire d'autre pour le stopper net. Donc, effectivement, il y a toute cette approche qui est extrêmement importante. Et cette rupture, pour moi, ce n'est pas la techno qui pourra le faire. En tout cas, c'est ce qu'on me dit chez Novabid. On a toute une partie de notre activité qui est sur l'émergence de l'innovation collaborative, justement, pour arriver à avoir des nouveaux modèles. Je ne sais pas, Olivier, si tu voulais compléter le propos de Delphine. Ouais, moi, je suis complètement en phase avec ça. En fait, pour moi, le biomimétisme, c'est un outil, et Delphine disait tout à l'heure dans la définition, c'est s'inspirer du vivant pour innover durablement. Donc, l'idée derrière, c'est une application durable où on vise le régénératif, le vertueux, etc. Donc, ça peut être technologique, ça peut ne pas être technologique. Quand on regarde les winglets de l'avion, c'est évidemment s'inspirer du vivant pour faire une aile d'avion qui est quelque chose de technologique dans un objet technologique qui n'est pas réputé pour être le plus économe en CO2. Néanmoins, ça lui permet de réduire son impact. Mais ce n'est pas une solution qui va remplacer l'avion ou faire un nouvel avion qui sera juste parfait. Donc, ça peut être pris à cette échelle-là, qui est l'échelle fonctionnelle. Et puis, ça peut être pris dans la dimension écosystémique, où là, effectivement, on est beaucoup plus dans se rapprocher des principes du vivant, comment fonctionne la nature, tout simplement parce qu'elle est durable, elle est soutenable. Ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là. Donc, démonstration par l'exemple, ça fonctionne. Donc, si on s'inspire à cette échelle-là, effectivement, qu'on va peut-être remettre en cause l'avion ou la manière de voler, en tout cas. Probablement pas de se déplacer, mais de voler. Donc, c'est les deux. Le biomimétisme est un outil, tout dépend. La biomimétique est un outil. Le biomimétisme a vraiment cette vocation de viser la durabilité. Et on y arrive certainement beaucoup mieux en low-tech qu'en high-tech. Merci beaucoup. On s'approche tout doucement de la fin. Il restait 2 questions. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ces questions-là qui sont assez récurrentes. En tout cas, pour ma part, je travaille beaucoup sur les questions de biosourcés et de réemploi. C'est la question du bureau de contrôle. Que dit notre ami le bureau de contrôle? Et la question du coût. Savoir s'il y a un renchérissement des coûts. Quand on a cette approche, on peut très bien se dire qu'effectivement, comme on va rajouter encore des acteurs, notamment où ça peut coûter aussi plus cher sur cette phase-là. Je peux répondre sur les deux. Delphine, tu voulais dire, je te laisse la parole ou pour le bureau de contrôle. Je te laisserai répondre sur le bureau de contrôle. Sur les coûts,
Alors, moi, j'ai travaillé avant en collectivité. J'ai travaillé donc, sur le sujet de l'agglo Pays Basque et on a analysé les projets de 110. Alors, sur l'agglo Pays Basque, bon, c'était très spécifique et puis le site était très contraint, donc c'était quand même. Et puis, c'était un centre de recherche. Donc, qui dit équipement de recherche dit forcément des montants qui sont assez importants. Donc, le projet global était assez cher, il faut se le dire, mais c'était parce que c'était un site contraint et parce que la programmation était très, très spécifique. Je ne suis pas sûre que le fait que le projet soit bien inspiré régénératif et créer des coûts supérieurs. Après, on parle toujours de l'investissement par rapport à l'exploitation. Hein. L'idée du biomimétisme, de projet bien inspiré régénératif, c'est qu'on essaie de le voir aussi dans la phase d'exploitation, hein, où là, on va avoir le moins de coûts. Finalement, puisque l'idée, c'est d'aller vers de l'autonomie énergétique, l'autonomie en termes de gestion de l'eau, etc. Sur 110, clairement, les projets bien inspirés n'étaient pas plus chers que les projets qui ne l'étaient pas. Donc, je suis pas, enfin, de mon expérience, je ne pense pas que ce soit une règle. Voilà. Merci Delphine. Ouais, moi je suis en phase avec ça. Je pense que c'est pas il faut voir plus à ce moment-là le projet sur toute sa durée de vie et le voir en investissement et non pas en dépenses comme ça, parce que sur le long terme, forcément, on est gagnant en fait. On est vraiment gagnant sur le long terme, ça j'en suis sûr. Moi, sur les deux projets, les deux appels d'offres, les deux fois, on n'était pas plus cher que sur les ratios qu'on sort sur d'autres projets. Ouais, je vois sur Nice, par exemple, tout ce que ça nous a évité de faire, en fait, c'est de l'économie directe. Donc, moi, je pense pas. C'est juste une manière de voir différemment les choses ou en tout cas d'arriver à basculer le raisonnement sur l'investissement à plus long terme. Pour l'ami contrôleur, ben, ça dépend de l'ami en fait. C'est souvent le cas. Hein. Il y a souvent une question de personne qui est très importante. Voilà, mais bon, ils ont quand même aussi souvent quand même des règles. En tout cas pour les nationaux, il y a souvent des règles qui sont un peu édictées. Alors pas toujours suivies par des déclinaisons opérationnelles, mais Après, on essaie de s'entourer avec. C'est comme les maîtres d'ouvrage, je disais tout à l'heure. On essaie de s'entourer de gens qui partagent une certaine vision, une certaine valeur, et avec lesquels on sait qu'on peut avoir un dialogue et qui vont nous pousser à avancer. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour y arriver, il faut un maître d'ouvrage, un contrôleur technique et une équipe de maîtrise d'œuvre qui tirent dans le même sens. Sinon, ça ne marche pas, je pense. Mais il y en a, et moi je constate qu'il y en a de plus en plus, notamment sur les questions de matériaux biogéosourcés, de réemploi aussi. Alors bon, c'est compliqué parce qu'on a parlé de l'ami contrôleur technique, on n'a pas parlé de l'ami assureur encore, mais oui, je me suis dit que c'était la petite dernière, non? Bof, ouais, je ne sais pas si j'avais vraiment envie. En fait, voilà. Après la question, c'est ça dépend si on développe des nouveaux matériaux ou pas, en fait, parce qu'en fait, sur une approche a priori, l'assureur ou même le contrôleur technique, je ne pense pas que forcément il soit en opposition. L'assureur, oui. Après, ça dépend. Mais l'assureur, ça peut être compliqué. Mais bon, enfin, si on veut faire avancer les choses, effectivement, on résoudra pas tout avec les outils actuels. Et tout ça, ça prend du temps et il faut de l'acculturation. Et bon, c'est pour ça que moi, je suis content et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir partager ces retours d'expérience et contribuer à échanger, à débattre sur ces questions-là, parce qu'on a besoin de faire le chemin tous ensemble, si on veut faire les choses. On était absolument ravis, en tout cas, d'avoir pu organiser cette présentation, pour le coup, qui était extrêmement inspirante. En tout cas, j'ai trouvé pour ma part. Et ces questions de régénération qui... je trouve, était encore assez confidentiel il y a quelques temps et qu'on voit de plus en plus arriver sur le devant de la scène. Mais en tout cas, nous, on en parle de plus en plus en Pays de la Loire et plus particulièrement à Nantes parce qu'il y a un projet qui s'appelle Regenerate qui est porté par une association qui s'appelle Open Land. Donc voilà, on voit que c'est des choses qui, de plus en plus, cette question de la régénération,
où on va vraiment plus loin que la préservation. Et ça, c'est quelque chose aussi, j'ai trouvé que ça a été assez un peu un fil rouge entre vos deux présentations. Vous ne parlez jamais de préserver la biodiversité, mais bien de régénérer les écosystèmes d'une manière plus générale. Et je pense vraiment que voilà, on est en train de faire ce pas supplémentaire que l'urgence dans oblige aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour la fin. Moi, j'aime bien, pour conclure sur l'idée de régénérer plutôt que préserver. Préserver, dans mon esprit, ça sous-tend un peu de figer les choses, et on préserve, c'est-à-dire qu'on veut que rien ne bouge. Or, le vivant, il bouge en permanence. Tout est très intriqué, mais tout est très, très, très dynamique. Et dans l'idée de régénérer, il y a l'idée de créer des conditions pour que le vivant puisse continuer à perdurer et à être dans des équilibres ou des déséquilibres dynamiques, mais pas dans quelque chose de figé. Si on met du vivant dans un frigo, on va le figer, mais il risque de ne pas être super content. Et cette idée juste de préserver ou de contenir dans l'état dans lequel c'était avant, moi, je trouve pas ça satisfaisant. Et je préfère l'idée on continue à développer, à être en mouvement et à créer du lien plutôt qu'à rester dans l'état actuel ou dans l'état antérieur. Oui, je te rejoins tout à fait. On le voit aussi aujourd'hui, par exemple, sur le fait, sur les essences des arbres qu'on plante en ville. On sait aujourd'hui que, en tout cas, nous, dans notre région, par exemple, il y avait beaucoup de chênes. Beaucoup de chênes sont morts pour diverses raisons, maladies ou surchauffe, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas en replanter, en fait. On est sur quelque chose qui est plus adapté, et on a des endroits en fait où on fait des tests, des jardins tests, pour voir un peu ce qui prend, ce qui émerge un peu aussi naturellement, ce qui se sent bien dans cet environnement-là, avec ce côté vraiment, voilà, de se dire on s'adapte, et effectivement on est en mouvement, et les choses qui étaient vraies un temps ne le sont pas forcément par la suite. Et il y a la question du temps aussi, et de prendre le temps, parce que quand on teste comme ça des essences, il faut qu'elles s'acclimatent, mais il faut qu'on observe, qu'on voit comment la vie vient à son contact. Et ça, on ne peut pas comprimer ce temps. Et donc, il faut prendre le temps d'observer, de se reconnecter. Mais se reconnecter, c'est se reconnecter aussi en termes de temps. Et prendre le temps dans notre société, c'est pas ce qu'on sait faire le mieux. Non, mais en tout cas, ça fera un joli mot de la fin. Un vendredi midi, j'ai envie de dire. Prenons le temps, c'est bientôt le week-end. Et voilà, sur cette note positive en tout cas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez les présentations et les replays sur notre site internet. Je vous ai mis le lien dans le chat. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Delphine. Puis je vous souhaite à toutes et tous un très bon appétit et un bon week-end. À bientôt. Merci à vous, bon week-end, au revoir. Bon appétit, au revoir.